Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce décryptage. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va décortiquer le parcours d'un scientifique sénégalais qui a, littéralement, fait exploser le consensus historique du XXe siècle. On parle de quelqu'un qui n'a pas juste opposé des opinions aux récits bien établis, non, il s'est armé des sciences dures. C'est une histoire complètement fascinante, mêlant une rigueur académique implacable à un changement de paradigme total sur la façon dont on comprend nos propres origines. Alors, regardez ce chiffre, 7. C'est le point de départ de notre récit. Et ça correspond très exactement aux 7 heures d'un débat qu'on pourrait qualifier d'extrêmement hostile. Imaginez un peu la scène. On est en 1960. Un historien et physicien se retrouve face à un amphithéâtre bondé à la Sorbonne pour défendre sa thèse. 7 heures d'échanges tendus, de questions pièges, bref, une vraie confrontation frontale avec l'establishment académique de l'époque. C'est vraiment le moment charnière qui va définir tout le reste de sa carrière. Ce qui nous amène à notre première partie, l'épreuve de la Sorbonne et cette fameuse soutenance de 1960. Le verdict de cette soutenance marathon, une mention honorable. Alors dit comme ça sonne plutôt bien, non? Eh bien en réalité, c'était tout l'inverse. Le travail qu'il a présenté, qui était une comparaison hyper poussée des systèmes politiques et sociaux entre l'Europe et l'Afrique depuis l'Antiquité, s'est pris de plein fouet le mur de l'élite universitaire. Le jury, avec des pontes comme le préhistorien André Leroy-Gourand et le sociologue Georges Ballandier, lui a sciemment donné une note juste en dessous de ce qu'il fallait pour pouvoir enseigner à l'université. Bref, ce n'était pas juste un avis académique, c'était un barrage institutionnel pur et simple. Et les conséquences ne se sont pas fait attendre. De retour au Sénégal, on lui refuse l'accès à l'enseignement universitaire. Et ça, avec l'aval du président Senghor en personne. Mais c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante. Face à ce rejet, qu'on peut facilement qualifier de subjectif, notre chercheur repère un pivot stratégique magistral. Il se tourne vers les sciences dures. Le but, réunir des preuves absolument irréfutables. Et ça va payer, puisque quelques années plus tard, en 1974, il publie des recherches révolutionnaires basées sur la physique nucléaire et la fameuse chronologie absolue par datation au radiocarbone. On passe donc à notre deuxième partie, la preuve par la science, ou comment la datation a tout changé. C'est vraiment là qu'on assiste à un changement de paradigme fondamental. Pour contourner les biais idéologiques de son époque, il fait basculer la paléontologie humaine de la simple interprétation subjective vers l'analyse de données brutes et quantifiables. Prenez par exemple ces squelettes. Ils ont été découverts dans la grotte des enfants en Italie et datent d'il y a 35 000 à 40 000 ans. Ces fossiles, qu'on a appelés les négroïdes de Grimoldi, ont été présentés en 1981 lors d'un colloque mythique de l'UNESCO à Athènes. Et c'était une pièce à conviction monumentale, parce qu'elle montrait, preuve à l'appui, que les premiers hommes modernes arrivés dans le sud de l'Europe venaient en fait d'Afrique. Et pour bien comprendre le climat scientifique de l'époque, il faut mettre ça en perspective. D'un côté, on a l'exigence de la chronologie absolue apportée par ces nouvelles méthodes. Et de l'autre, on a des histoires ahurissantes comme le canular de l'homme de Piltane. Une fraude totale, fabriquée de toutes pièces, qui a quand même servi de béquille pendant des décennies aux chronologies eurocentrées, avant d'être finalement démasquée en 1954, justement grâce à des tests chimiques. Ça montre bien le fossé abyssal entre la rigueur de la physique et les manipulations idéologiques de l'époque. Ce qui nous conduit à la troisième partie, l'origine unique de l'espèce humaine. Historiquement, la théorie dominante, c'était la théorie polygénétique. L'idée, c'était que l'Homo erectus aurait quitté l'Afrique pour évoluer dans son coin sur différents continents. Pratique parce que ça créait des origines multiples, un concept qui était souvent utilisé pour justifier des hiérarchies raciales. Mais face à ça, les nouvelles données radioactives sont venues donner un coup de massue en prouvant la théorie monogénétique, c'est-à-dire l'idée d'une apparition unique de l'Homo sapiens sapiens sur le continent africain, bien avant la moindre migration. Si on regarde la frise chronologique, les chiffres sont implacables. Les méthodes de datation radioactive comme l'uranium-thorium placent les premiers Homo sapiens sapiens en Afrique avec le fameux crâne d'Homo 1 à environ 130 000 ans. Ensuite, on fait un bond dans le temps. Vers 32 000 avant notre ère, l'homme de Grimaldi débarque en Europe. Et ce n'est que vers 20 000 avant notre ère, après s'être longuement adapté au froid glacial de la période de Wurm, que la morphologie de type Cro-Magnon émerge en Europe. Le constat est simple, l'humain moderne apparaît bien avant de s'adapter à l'environnement européen. Quatrième partie, l'Égypte antique, la fameuse matrice africaine. Une fois ces bases chronologiques et biologiques blindées, la réflexion s'est attaquée à l'histoire culturelle. L'analogie au cœur de cette relecture, elle est super percutante. L'Égypte antique est à la culture africaine, ce que l'Antiquité gréco-romaine est à la culture occidentale, tout simplement. L'ouvrage a démontré une continuité culturelle évidente, remettant l'Égypte pharaonique à sa place de civilisation fondatrice, noire africaine. Et ça, c'est la matrice indispensable pour repenser toute l'histoire du continent. D'ailleurs, il faut absolument qu'on s'arrête un instant sur ce terme de barbarie, notamment pour comprendre le sens profond de l'œuvre civilisation ou barbarie. Ici, le mot n'est pas balancé comme une vulgaire insulte.
Il est défini très rigoureusement comme un manque, une carence. C'est carrément l'absence d'un projet collectif qui reposerait sur la raison, la justice et la mémoire historique. Donc quand on parle d'un retour à la civilisation africaine, ce n'est absolument pas par nostalgie, c'est un appel à bâtir un horizon futur, un projet super exigeant et totalement rationnel. Enfin, notre cinquième et dernière partie, un héritage épistémologique vivant et la souveraineté du savoir. S'il y a bien une chose primordiale à retenir de ce véritable manifeste scientifique et politique, c'est l'exigence d'une méthodologie interdisciplinaire. L'idée, ce n'est pas juste d'écrire l'histoire, c'est de se la réapproprier en maîtrisant les outils comme la biologie, la physique ou les mathématiques. C'est la démonstration éclatante que la véritable souveraineté culturelle ne peut exister sans une critique impitoyable des biais cognitifs et sans viser l'excellence absolue dans les sciences dures. Et pour boucler notre décryptage d'aujourd'hui, on vous laisse avec cette réflexion qui mérite vraiment qu'on s'y attarde. L'histoire n'est jamais figée, d'accord ? Elle évolue constamment avec de nouvelles découvertes. Mais la vraie question de fond, c'est qui tient le stylo ? Qui maîtrise réellement les outils scientifiques nécessaires pour interpréter les faits de façon impartiale ? C'est une pensée hyper stimulante, qui nous rappelle qu'il faut toujours croiser la rigueur scientifique avec notre quête d'identité historique. Une chose est sûre, après ça, on ne dit plus l'histoire de l'humanité de la même manière. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très vite.